Bonjour, on est le 22 mars 2021, un jour après le premier jour du printemps, c'est-à-dire la fin de l'hiver. Euh, la différence entre la fin de l'hiver et le début du printemps n'est pas perceptible parce qu'en fait, il n'y a pas de frontière entre les deux. Il n'y a pas de frontière directe, perceptible. C'est normal parce que c'est une continuité où on entrevoit euh, rien du tout comme différence. Donc c'est pour vous dire que la fin de l'hiver, qui était, qui se retrouvait avec des journées pluvieuses, ben on se retrouve aujourd'hui avec une journée pluvieuse, avec de nombreux nuages, dont hier, la journée d'hier du dimanche, a semblé euh, fort nuageuse euh, et c'est la continuité qu'on retrouve aujourd'hui, lundi 22 mars 2021. Je vous présente ici un exercice donc, sur les montages à résistance. Bien sûr, un montage à résistance, on n'en fait rien si vous ne couplez pas des générateurs de tension. Il s'avère qu'ici, les générateurs couplés aux résistances sont des générateurs à force électromotrice continue. Donc les forces électromotrices sont continues. Alors autant vous dire que le montage va imposer qu'on aura des forces électromotrices et des forces contre-électromotrices. Donc on aura les deux. Donc ce montage est constitué ou composé ou organisé suivant euh, des composants ou des éléments qui sont des résistances et des générateurs à force électromotrice constante. Les résistances sont des résistances linéaires, c'est-à-dire que la loi qui va suivre, euh, les lois qui vont suivre l'apparition de courants et de tensions seront linéaires sur les résistances. Donc on n'aura pas de loi exponentielle sur ces résistances. Ni une loi sinusoïdale, ni une loi... Voilà, ce sont des lois linéaires, il n'y a que des droites derrière, qui se cachent derrière tout ça. Alors, bien sûr, l'énoncé, c'est de rechercher les valeurs des différents courants qui circulent dans ce montage. Il y a différents courants qui vont circuler dans ce montage et le but, c'est de rechercher ces différents courants. Alors, les courants, bien sûr, euh, vont dépendre, bien sûr, des tensions sur les résistances, enfin, va dépendre des résistances, euh, va dépendre des résistances. Et donc, les valeurs des résistances sont données, chacune sont données sur la droite. Les valeurs de résistance sont données en ohms. Donc, voici toutes les valeurs de résistance. Toutes les valeurs de résistance sont données en ohms. C'est-à-dire, par exemple, R1, elle vaut 2 ohms. R1, celui-ci vaut 2 ohms. R1 vaut 2 ohms. Pour autant, je vais agrandir l'écriture. 2 ohms pour R1. R1,2, c'est 10 ohms. R3, enfin R2, 4 ohms. R3, 3 ohms. R3,2, 4 ohms. R4, 5 ohms. R5, 3 ohms. Ça, ce sont les valeurs de toutes les résistances. Et à côté de ça, bon, on a des forces électromotrices et contre-électromotrices. Hein. J'ai marqué force électromotrice. Bon, dans un premier temps, je les considère électromotrices. Mais là-dedans, il y a des forces contre-électromotrices. On retrouvera un qui vaut 25 volts. Alors, lui, il va probablement débiter sur E2 qui vaut 15 volts. On a E4 qui vaut 10 volts. Et E5 qui vaut 12 volts. Donc on comprendra qu'ici, on aura probablement un débit, une force électromotrice E5 et une force contre-électromotrice E4. On aura une force électromotrice de 25 et une force contre-électromotrice de 15. Il y en a un qui va débuter dans l'autre. Et celui qui va débiter, c'est le générateur. Celui qui recevra cette force électromotrice, ben,
aura une force contre-électromotrice, puisqu'il y aura une force électromotrice qui va qui va prendre naissance dans le générateur, qui ne devient plus un générateur mais un consommateur. Parce qu'il prend l'énergie électrique d'un autre. Hein. Voilà. Bon voilà, le circuit étant ce qu'il est, on a ce circuit-là. Alors pourquoi j'ai appelé R1 et R1,2? C'est tout simplement parce qu'on a une même branche. C'est une même branche. Alors, la deuxième résistance de la branche, ils sont en série. R1 et R1,2 sont en série. J'aurais pu mettre qu'une seule résistance. Hein. Voilà. Voilà. R1 et R1,2 sont en série, tout comme R3 et R3,2 sont en série. J'aurais pu mettre qu'une seule résistance. Donc, la branche serait constituée de E1 et la résistance série R1,2 et R1. Alors, j'ai une branche qui vaut E2, qui est constituée de E2, R2. J'ai une branche qui est constituée de R3 avec R3, 2 en série. Ça, c'est encore une branche. Une autre branche est constituée de R4 et E4. Une branche qui est au même potentiel. Hein, voilà, tout est au même potentiel. Ici, on a une ligne équipotentielle ici, tout est au même potentiel. Il n'y a pas de résistance ni de générateur là. Et puis, bon, bien sûr, il y a une branche qui fait E5, R5. Ah, et ça, c'est la constitution du circuit. Donc, la première des choses, c'est d'analyser le circuit. Voir de quoi c'est composé. Donc, on a 4 générateurs, si vous voulez, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 résistances. Donc, le générateur E2, E1 est accouplé de résistances série, R1, R1,2. Le générateur E2 est accouplé à une résistance R2. Ensuite, on a une branche uniquement de résistance, il n'y a pas de générateur, c'est R3, R3,2. On a une branche qui est constituée d'un générateur et d'une résistance, E4, R4. Et une branche qui est R5, enfin la branche 5, qui est R5, constituée de E5, R5. Donc, je dirais que la branche 1, c'est E1, R1,2, R1. La branche 2, c'est E2, R2. La branche 3, R3, R3,2. La branche 4, E4, R4, R4. La branche 5, il n'y a rien. La branche 5, c'est R5, E5. Et la branche 6, c'est l'équipotentiel. La branche 6, c'est l'équipotentiel. Voilà. Et on demande, bien sûr, que vaut les courants de passage dans ces résistances. C'est-à-dire qu'on aura bien sûr dans la branche constituée par E1, R1, R1,2, on aura un courant de passage. On aura un courant de passage ici, dans cette branche-là. Alors vous aurez compris qu'on aura un courant de passage dans la branche R2, E2. On aura un courant de passage dans R3, R3, R3,2. Un courant de passage dans R4, E4. Ici, sur la branche R6, on a un courant de passage. Et là, on aura un courant de passage. Bon, le sens des courants, j'ai tapé à gaille. Hein. Je tape à gaille. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des courants qui vont passer dans les différentes branches d'office. Alors je considère qu'il n'y aura pas d'équilibre ici, c'est-à-dire que le courant va circuler. On aura un courant d'équilibre, on aura un courant d'équilibre. On aura un courant d'équilibre dans tout le circuit, et c'est ce qu'on demande de calculer, les valeurs des courants à l'équilibre. Et bien pour ça, donc maintenant vous savez de quoi est constitué le circuit. Il est constitué de 7 résistances, R1, R1,2, R1 égale 2 ohms, R1,2 10 ohms, R2 4 ohms, R3 3 ohms, R3,2 4 ohms, R4 5 ohms, R5 3 ohms. Les forces électromotrices et contre-électromotrices E1, E2, E4 et E5. Voilà. Alors pourquoi je n'ai pas mis E3? Parce qu'il n'y a pas de branche, dans la branche 3, il n'y a pas de générateur. Donc j'ai dénommé les noms en fonction de la branche où ils étaient situés. Hein. Indice 1 pour la branche 1, indice 2 pour la branche 2, indice 3 pour la branche 3, mais comme il n'y a pas de générateur dans la branche 3, je n'ai pas mis de E3, mais je suis passé directement à la branche 4, où la branche 4, il y avait un générateur, donc je l'appelais E4, donc c'est pour ça que je n'ai pas de E3. Et c'est pour ça que j'appelle ça R1 et R1,2 dans les résistances, parce qu'en fait, ils sont dans la même branche, mais ils sont juste en série, donc la première c'est R1, et la seconde c'est R1,2, indice 2. Tout comme R3, R3,2, ben, ils sont dans la même branche, la branche 3, et on aura R3, R3,2, qui sont en série. J'aurais pu mettre qu'une seule résistance. De toute façon, dans le calcul, il va apparaître, hein, ces fameuses résistances série, ils vont apparaître dans le calcul. Bon, donc on va rechercher ces valeurs de courant.
Alors, la première de choses, c'est d'analyser, c'est ce que je viens de faire, c'est le point 0. Le point 1, c'est d'identifier le type de réseau. Alors, on a une topologie du réseau. Ici, on peut avoir un réseau qui a une topologie comme cité ici en 1. Ça, c'est la topologie numéro 1. Et ça, c'est une topologie qu'on appelle réseau en échelle. C'est un réseau en échelle. Alors, pourquoi en échelle? Pour mettre un petit bonhomme, vous pouvez dessiner un petit bonhomme qui monte à l'échelle. Hein. Ça fait pas transparaître un monsieur qui, voilà, une dame qui monte à l'échelle. Voilà, on dirait une personne qui monte à l'échelle. On dirait une échelle. Donc, c'est une topologie en échelle. Alors, la seconde topologie, c'est la deuxième là. Enfin, ici, c'est. La deuxième topologie, c'est celle du milieu. C'est celle du milieu. Et ça, c'est un réseau en pont. Il est en pont. C'est un montage en pont. Tout comme on peut connaître, vous connaissez le pont de Westone. Hein. C'est un montage comme ceci. Pont de Westone. Le pont de Westone, c'est un montage comme celui-ci. Voilà, ça, c'est une topologie en pont. Pourquoi en pont? Parce qu'on dirait un pont. Hein. Ça fait office voilà, d'un pont. Alors, si vous voulez le pont de Westone, c'est le même. Hein. Bon, simplement, il est mis en carré comme ceci ou en losange. Voilà, vous reconnaissez, c'est la même chose. Bon, voilà, là on met les résistances. Alors, ça c'est la résistance milieu. Et là vous avez la résistance milieu, hein, vous la reconnaissez. C'est juste que, bon, la topologie ici, ils l'ont mis en losange. Dans le pont de Westone, ils le mettent en losange. C'est juste ça. Alors, ce qu'il y a au milieu du pont, c'est un galvanomètre dans le pont de Westone. C'est un galvanomètre. Un espèce de petit voltmètre. Il mesure des petites tensions. Alors, on essaie d'avoir une tension d'équilibre. Et c'est comme ça qu'on détermine la valeur d'une résistance. Par exemple, je vais chercher Rx. Connaissant, dans une boîte à dégâts, je vais chercher R1, R2, R3. Ici, il n'y a que 3 résistances. Il n'y en a que 4. Dans le pont de Westone, il n'y en a que 4. Voilà. Donc on aura par exemple R1 connu, R2 connu, R3 connu, Rx. Voilà, c'est la résistance inconnue. Et là, j'ai un galvanomètre. J'essaie de trouver l'équilibre quand il y a équilibre de courant. Donc à ce moment-là, je peux trouver Rx par une équation. Par le pont de Westone. Ça, c'est le pont de Westone. Donc, ça, quand vous voyez ça, c'est un montage en pont. Parce que ça, on dirait un pont. Ça forme un espèce de pont. Donc, ça ressemble au montage en pont de Westone, en fait. Alors, je vais vous apprendre quelque chose ici, peut-être. C'est pas valable uniquement pour les résistances. Hein. C'est valable pour les impédances. On peut avoir un montage en pont ou à impédance, montage en pont à condensateur, montage en pont à self, montage en pont voilà, à résistance. Mais ici, il s'avère que j'ai de la tension continue et donc je travaille avec des résistances, voilà, des éléments passifs qui sont des résistances linéaires. C'est un réseau passif à résistance linéaire. Donc on a ici c'est toutes des résistances. J'ai pas aussi bien pour l'échelle que pour le pont. Ici j'ai mis toutes des résistances. Hein. Je parle pas des impédances. J'aurais pu mettre des impédances ou des capacités ou ce que vous voulez. Là on retrouve le montage en pont pour les condensateurs, le montage en échelle pour les condensateurs, le montage en échelle pour les self. Bon, je veux dire, mais ici je parle des résistances. C'est un montage en pont. Le troisième montage, mais il est composé de beaucoup de générateurs. C'est aussi un montage en échelle, mais actif. C'est-à-dire que ce sont les générateurs qui sont en échelle. Donc je dirais que c'est un montage, ici si vous voulez, en branche active, puisqu'en fait on a un réseau actif en parallèle. Hein. Donc c'est branche active en parallèle.
C'est un réseau à branche active en parallèle. Et alors ça continue, hein, ça peut continuer. J'ai mis 3 petits points ici, parce que ça continue, on a des branchements. Mais en tout cas, vous reconnaissez ici le branchement actif, qui sont des générateurs. Hein. Des générateurs en parallèle. Et puis après, tout le restant, on s'en fout, on a des résistances, tralali, tralala. Mais en tout cas, on a une branche active en parallèle. Donc vous voyez, il faut distinguer. Alors, pour les distinguer, si je prends le premier, ben, vous aurez compris que c'est celui-ci qui prime dans l'analogie. Donc si je fais l'analogie, voilà, je ramène celui-ci. La seule différence, c'est que, bon, je vais le mettre à l'endroit. Hein. Je vais faire une rotation, vous allez voir qu'il va mieux apparaître. Faire pivoter de 90. Voilà, comme ça. Il est plutôt vu, ouais, comme ça. Si ce n'est que, bien sûr, vous aurez compris que là, j'ai pas de résistance. Il faut éliminer. C'est un montage en pont. J'élimine celui-ci, j'élimine celui-là. Là, je fais un équipotentiel direct. Voilà. Et là, on met des générateurs en plus. Hein. Je mets un générateur ici avec une résistance. Là, il y a un générateur avec une résistance. Là, ça reste comme ça. Ici, je mets un générateur avec une résistance. Voilà, et vous obtenez ce circuit-là par analogie. Donc, c'est bien un réseau en pont. C'est bien un réseau en pont. C'est un réseau en pont. Voilà, on a identifié la topologie du réseau ici. C'est un réseau en pont. Et le pont de Weston utilise voilà, cette topologie-là. Topologie en pont. Alors maintenant, je vais aborder le calcul des courants. Pour calculer les courants, je vais fixer arbitrairement donc, le sens des courants. Le sens des courants va être fixé arbitrairement. Et ils sont choisis comme vous le voyez ici. Si à la fin, je calcule des courants négatifs, ça veut dire qu'il faudra, le courant, il faudra l'inverser par rapport au courant arbitraire. Si vous trouvez un courant négatif, si ici, c'est par exemple un négatif, mais je dois inverser le courant, il ira dans l'autre sens. C'est que le choix arbitraire, euh, la valeur réelle est opposée au choix arbitraire, dans quel cas la valeur trouvée est négative dans la solution. Si vous trouvez une solution de courant négatif, ça veut dire que le choix arbitraire est à l'opposé au niveau du sens par rapport au courant réel. Donc ici, ce sont des courants arbitraires, ils ne sont pas forcément réels. Hein. S'ils concordent, tant mieux, s'ils concordent. Si la valeur je trouve I2 positif, c'est que bon, le choix arbitraire correspond avec la valeur réelle du sens du courant. Donc voilà. Donc pour moi, le courant I1, il va il remonte, voilà, le I1 remonte. Je l'ai fait montant. Ouais, j'ai fait un courant montant. Bon, s'il est montant, ici, il va vers la droite. Hein. Bon, je ne vais pas commencer à mettre deux oppositions de courant. Là, c'est d'office que vous allez avoir. Parce que c'est I1, quelque part, c'est toujours le même courant. Hein. C'est toujours le même courant, c'est I1. Alors, je vois pas pourquoi je vais le changer, sinon, vous allez trouver... Je vais avoir du négatif d'un côté et du positif de l'autre, ça m'intéresse pas. De toute façon, ces deux résistances-là sont R1 et R1.2 sont en série, hein, donc c'est pas un problème. C'est pas un problème, c'est un circuit série de résistance. Donc, vous voyez que le courant R1, je l'ai choisi arbitrairement dans ce sens-là. Il est montant, et donc s'il est montant, ici, il va tourner comme ceci. Voilà. Ça, c'est pour la branche 1. Alors, j'appelle le courant 1 parce qu'il est dans la branche 1. Le courant 2, il est dans la branche 2. Je le prends montant.
C'est mon choix, hein. C'est mon choix. Je le prends mon temps. Hein. Alors dans la branche 3, j'ai le courant I3. Je le choisis de gauche vers la droite. Donc l'autre là-bas, il est en série. J'ai deux corps de résistance en série, R3, R3.2. C'est pas pour rien que j'ai appelé R3.2, c'est parce que R2 parce que c'est la deuxième résistance en série par rapport à la branche à R3. Alors j'ai le courant I3. Bon, si il va de la gauche vers la droite, je l'ai pris ici descendant. Il descend. I4, je l'ai choisi dans ce sens-là. Et I5, je l'ai choisi de la droite vers la gauche. Et ici, je l'ai choisi de la droite vers la gauche. Bon, alors c'est pas anodin ça. Pourquoi? Parce que j'ai choisi en fonction des polarités du générateur. Hein. Bon, j'ai moins plus, donc je dis que le courant va aller dans ce sens-là. Mais si j'ai pris moins plus, voilà, c'est arbitraire, mais j'ai quand même mon choix était porté quand même par voilà, le générateur ici, les générateurs. Chaque fois que j'avais moins plus, je faisais aller dans, voilà, dans le sens moins plus. Hein. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est arbitraire, mais dans mon cas ici, j'ai eu un choix arbitraire qui était quand même, on va dire, établi en fonction de signe, du sens du signe du générateur. Voilà, du sens, enfin, en fonction du signe du générateur, donc le sens de courant va être établi, ce que j'ai établi, moi, mon arbitraire, c'était les sens des courants des générateurs. Je fais ce que je veux, et vous pouvez faire ce que vous voulez. Chacun fait ce qu'il veut, parce que c'est un choix arbitraire, c'est comme vous voulez. C'est-à-dire que c'est au hasard. Donc ça veut dire qu'au hasard, ça veut dire qu'on considère comme si les courants étaient vrais. Mais en vérité, la vérité, qu'est-ce qui vous donne la vérité? Ben, c'est les équations. Si c'est plus, c'est le bon sens. Si c'est moins, c'est dans le sens contraire. Vous tapez de Hagaï. Mais je respecte quand même dans mon hasard, je respecte quand même. Tout n'est pas tout à fait au hasard. Hein, parce que si I1 va dans ce sens-là, je vais pas dans R1,2, je ne vais pas prendre un R1, un I1 qui va dans le sens contraire. Hein. Voilà, on est d'accord. On est d'accord là-dessus. Il y a une certaine logique dans mon hasard, dans mon choix arbitraire, il y a une certaine logique. Bon, alors là, c'est fixé. J'ai fixé le sens des courants. C'est arbitraire, c'est le hasard, mais j'ai porté un hasard un peu qui n'est pas tellement hasardeux. Puisque, qu'est-ce qui m'a. euh, qu'est-ce qui a fait porter mon choix sur le sens des courants? C'est j'ai regardé les signes des générateurs, et c'est ça qui m'a fait en sorte de prendre voilà, le sens du courant. Bon, ici, il n'y a pas de générateur, donc ici, je l'ai tapé à gaille. Voilà, alors maintenant, le suivant. Alors là, je dois établir les conventions. Obligatoirement, vous devez connaître les conventions récepteurs parce qu'on va travailler de manière conventionnelle. Convention récepteur et convention générateur. Alors, dans un récepteur, le courant va du plus vers le moins. Mais la tension, la différence de potentiel, est dans le sens contraire du courant. Elle est dans le sens contraire du courant. C'est-à-dire que la flèche va aller dans le sens contraire de la flèche du courant. Voilà. Et ça, c'est la convention récepteur. Rappelez-vous que le courant va du plus vers le moins et les électrons vont du moins vers le plus. Et là, je choisis le courant du plus vers le moins qui a un sens conventionnel. La convention, ça c'est la convention récepteur. La convention générateur, bien, la convention générateur, je dois prendre euh, un signe. Enfin, le courant va du moins vers le plus, comme j'ai fait dans mon choix arbitraire de conventionnel, enfin mon choix arbitraire, j'ai choisi par rapport à ça. J'ai mis les courants du moins vers le plus, c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi un sens conventionnel, il n'est pas arbitraire parce que j'ai choisi le sens conventionnel des générateurs. Sauf pour le I6, là il n'y a pas de générateur, donc là j'ai tapé à gaille. C'est ça que je dis. Donc là, j'ai pas fait toutes les choses complètement arbitrairement et de manière hasardeuse. J'ai respecté ceci. J'ai fait, voilà, quand j'avais moins plus, mais je faisais circuler le courant dans ce sens-là. Voilà. Et alors, la force électromotrice ou contre-électromotrice, bah, elle ira dans le même sens que le I. Ça, c'est la convention générateur. Quand vous avez un courant dans un sens, la convention générateur dit que la force électromotrice est dans le même sens que le courant. Voilà. Les conventions sont établies, il n'y a pas de problème. Je peux passer à la suite.
je vais faire le schéma des tensions par rapport aux conventions que je viens de donner. Je viens de faire les conventions. Si les conventions générateur et récepteur, je fais le schéma des tensions. Quel point 4. Alors, comment faire le schéma des tensions? Ben, ici, le courant, je l'ai choisi dans ce sens-là. Il montait. Donc, la tension est inverse parce qu'il s'agit d'une résistance. Je mets la tension en inverse. Donc, UR2 sera inverse du courant I1. Alors, pour R1, I1, ben, UR1 sera inverse du courant. Il sera inverse du courant. Si je prends UR3, ben, il sera inverse du courant. Le courant va de gauche vers la droite. Là, la tension ira de droite vers la gauche. C'est convention récepteur. Alors pour la résistance R2, convention récepteur, le courant monte, ben, la tension descend. Pour R32, le courant descend, la tension monte. Si je me suis trompé, la tension montait. Je corrige ça tout de suite, c'est pas un problème. Voilà. Donc je vais vite effacer ça. Voilà. Et alors vous faites une croix là où ça, dans l'origine, vous faites une croix. Hein. L'extrémité, vous mettez une flèche, comme un vecteur. Comme un vecteur, voilà. Vous mettez une croix. Comme ici, il y a une croix, origine, extrémité. C'est comme un vecteur. Hein. Bon, voilà. Voilà. Donc ça, c'est, j'ai fait R12, la tension descend. Parce que le courant monte. R1, le courant va vers la gauche, la tension ira vers la droite. R3, le courant va vers la droite, la tension va vers la gauche. U32, le courant descend, la tension monte. UR2, le courant monte, la tension descend. Là, c'est une équipotentielle. On n'en parle pas, hein. C'est une équipotentielle. J'en parle pas, il n'y a pas de flèche. Quoique si, parce que le courant, je l'ai pris vers la gauche, mais il n'y aura pas de potentiel là-dessus. Il n'y aura pas de potentiel. Bon, c'est pas la peine de le faire, ça. Parce qu'il n'y a pas de générateur ni de récepteur. Donc je laisse ça comme ça, une équipotentielle. La ligne est au même potentiel. Alors R5, le courant va vers la gauche, la tension ira vers la droite. UR4, I4 va vers la gauche, UR4 ira vers la droite. Voilà pour, pour tous les récepteurs. Maintenant, je vais faire les générateurs. E1, E2, E3, E4. Alors, E1, donc le courant va dans le même sens. Hein. Là, le courant monte par là, donc la tension ira dans le même sens. E1 est prise dans ce sens-là. Même sens que le courant. E2, le courant I2 remonte, donc la force électromotrice remonte. E4, le courant va vers la gauche, la force électromotrice ira vers la gauche. Et E5, le courant va vers la gauche, la force électromotrice ira vers la gauche. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le schéma des tensions. Schéma des tensions. Schéma des tensions. N'oubliez pas de mettre vos croix. Hein. Mettez un croix à l'origine. Là, j'ai une force électromotrice. Je mets une croix. Là, il y a une tension, je mets une croix. Là, il y a une croix de départ. Voilà. Là, il y a une croix qui part comme ceci. Alors, la croix, elle est plutôt ici. Parce qu'elle n'est pas là. Hein. La croix, elle n'est pas où je l'ai mise. Il n'y a pas de croix. Voilà. Alors, vous mettez toutes les croix là où il faut. Je mets une croix ici. Une croix là. Une croix là. Une croix là. Une croix là. Une croix ici.
Voilà. Et là, vous avez le schéma des tensions. Voilà. Une fois que vous avez établi le schéma des tensions, c'est le point 4, le point 5, ben, c'est d'identification des mailles. Alors je mets les mailles, j'ai 3 mailles ici. Hein. Les mailles tourneront dans le sens conventionnel horlogique. Ce sera la convention, c'est corps conventionnel. Hein. Si vous avez la convention générateur-récepteur, vous avez fixé les courants arbitrairement. Et ici, il y a encore quelque chose d'arbitraire, enfin de conventionnel. Mais ce sont, voilà, le sens des courants, enfin les mailles, le sens conventionnel des mailles. Alors ici, on a 3 mailles. Là, on a la maille 1, maille 2, maille 3. La maille 1 est constituée de la branche 1, voilà la branche 1, et de la branche 2. La maille 2 est constituée de la branche 2 et de la branche 3 et de la branche 4. Oui, ici, mais voilà. Voilà, donc c'est bien ce que j'ai dit. Alors, et la branche, la maille 3 est constituée de la branche 4. Ça c'est une équipotentielle, hein, bon, je passe à considérer ça comme une branche. Hein. Voilà, et alors la branche qui est ici, branche 5. Alors, qu'est-ce que c'est que justement une branche? Alors, regardez bien, je vous rappelle, je vais rappeler ce que je viens de dire maintenant. La maille 1, mais c'est constitué de la branche 1 et la branche 2. La maille 2, elle est constituée de la branche 2 et de la branche de cette branche-là, qui est la branche 3, et de la branche 4. Alors, j'ai dit qu'est-ce que c'est qu'une maille, j'ai défini une maille. Une maille distincte est une maille qui possède au moins une branche qui n'est comprise dans aucune autre maille. C'est-à-dire, par exemple, si je prends la maille 1, elle est constituée, vous voyez qu'il y en a un qui est vert tout seul. Oui, il faut que je complète le tout, hein. Je vais tout compléter, après je vous dirai. Alors la maille 3 nécessite la maille, enfin la branche 4 et la branche 5. Alors si vous regardez les couleurs, ben, parfois vous avez un mélange de couleurs, parfois vous avez des couleurs seules. Ça veut dire qu'il y a des branches, pour avoir une maille, il faut au moins une branche seule. Une branche seule, ça veut dire qu'il n'est constituée, qui n'est pas dans une autre branche. Elle n'est pas comprise. Par exemple, si je prends la verte de la branche 1, elle n'est pas constituée dans la maille 2. Voilà. Donc, la maille 1, je peux prendre des branches qui sont comprises avec d'autres mailles, mais il faut au moins une qui ne soit pas comprise dans les mailles adjacentes. Voilà. Et donc, par exemple, la maille 1, ben, vous voyez très bien que la branche 1 n'est dans aucune des mailles adjacentes. Si je prends la maille 2, mais la maille 2, vous voyez que la branche 2, il y a une couleur toute seule. Hein. Donc, ça veut dire qu'elle n'appartient qu'à la maille 2. Par contre, si je prends la branche 2, ouais, 2, il y a deux couleurs, rouge-vert. C'est-à-dire qu'elle appartient à la maille 1 et à la maille 2. Voilà. Alors maintenant, si je prends la maille 3, là, la maille 3, vous avez du bleu, du rouge sur la branche 4. Ça veut dire qu'elle appartient à la branche, à la maille 2 et à la maille 3. Mais il y en a une qui est toute seule, c'est le bleu. Dans la maille 3, c'est le bleu, c'est la branche 5. La branche 5 est toute seule. Et donc, il faut au moins un qui soit tout seul. Dans les branches, il faut au moins un qui soit tout seul. Au moins un. Donc maintenant, s'il y en a deux branches esselées avec des couleurs, une seule couleur, tant mieux. Ça veut dire qu'il y a. Voilà. Mais en tout cas, il faut. Maintenant, il faut des liaisons aussi. Hein, dans les mailles adjacentes, il faut des réunions. C'est ça qui va permettre de calculer aussi le système d'équation. Hein. Donc, une maille distincte est une maille qui possède au moins une branche qui n'est comprise dans aucune autre maille. Par exemple, la maille 1, la branche 1 n'est pas comprise dans aucune autre maille. Donc, ça constitue bien une maille. La maille 2, ben, la branche 2 n'est dans aucune autre maille. Donc, la maille 2 peut être prise en compte. La maille 3 peut être prise en compte parce que la branche 5 n'est dans aucune autre maille. Maintenant, il peut y avoir des liaisons et c'est ça qui fera la liaison de système d'équation entre les mailles. Entre la maille 1 et la maille 2, vous avez la branche 2 qui réunit la maille 1 et la maille 2. Vous avez la branche 4 qui réunit la maille 2 et la maille 3.
Voilà. Et attention, vous avez toujours l'équipotentiel là-bas qui est tout seul. Hein. N'oubliez pas ça. Bon, une fois que vous avez ça, et alors il y a juste une petite erreur. Non, ici j'ai corrigé. Oui, j'avais corrigé, parce que la tension ici, je m'étais trompé tout à l'heure. Mais ici, c'est fait. Donc la tension ici, elle remonte, d'accord? On est d'accord, tout est bon. Alors, là, on a identifié les mailles, on en a 3. Ce qui me permet d'écrire donc l'équation des mailles. Alors, l'équation des mailles, c'est... Il y a 2 lois de Kirchhoff, la loi des mailles et la loi des nœuds. Ici, c'est la loi des mailles. Qu'est-ce qu'il faut appliquer? Il faut juste appliquer la somme des tensions est égale à 0. Alors, y compris là-dedans les forces électromotrices. Hein. Comment on intègre les forces électromotrices là-dedans? C'est U est égal à E moins R fois I. Donc, là apparaîtront les tensions, c'est U égale R fois I. Si on a une tension tout seul, on va faire apparaître et la résistance et le courant. Et s'il y a une force électromotrice, on va faire apparaître et la force électromotrice et la résistance et le courant. Donc, s'il y a une force électromotrice, il y aura 3 éléments qui vont apparaître. Bon, s'il y a une résistance dans les parages, bien sûr, de la force électromotrice, il y en a toujours une, généralement, il y en a toujours une. Donc, s'il y a une résistance dans les parages de la force électromotrice, enfin, s'il y a une force électromotrice, une résistance dans les parages de la force électromotrice, c'est U, la tension vaudra U égale E moins R fois I. Donc, il y aura trois paramètres, E, R et I. Maintenant, si vous avez une tension tout seul, vous allez avoir R et I. Donc, ce qui veut dire que vous allez faire apparaître les courants. Et c'est justement ça qu'on cherche. Les résistances sont connues. Je vous rappelle que les résistances sont connues. Hein. Les forces électromotrices sont des données. Les forces électromotrices sont des données. Les résistances sont des données. Ce qu'on recherche, c'est les valeurs des courants. C'est les valeurs des courants. On recherche les valeurs des courants. On recherche les valeurs des courants. Donc, les inconnus sont les courants. Les résistances sont les données. Et les forces électromotrices ou contre-électromotrices sont des données aussi. Donc quand je dis paramètres, c'est quels paramètres? C'est les données et les inconnus. Les données, elles sont données par la résistance. Les résistances et les forces électromotrices sont des données et les courants sont des inconnus. Donc on aura une équation euh, euh, dont on connaît des données et dont on ne connaît pas des inconnus. Les données connues sont les résistances et les forces électromotrices et les données inconnues sont les courants. Donc je peux établir une relation par rapport aux tensions qui va me donner une équation faisant apparaître et les forces électromotrices et les résistances et les courants. Et voilà, et donc à partir de là, on va regarder si on sait se débrouiller, mais c'est la première équation de Kirchhoff, c'est la loi d'équation des mailles, c'est l'équation de Kirchhoff aux mailles. Alors j'écris ces équations par rapport aux conventions que j'ai établies tout à l'heure. Donc la maille M1, il suffit de, si on parcourt la maille, rappelez-vous que la maille est dans le sens conventionnel horlogique. Hein. Donc voilà, maintenant il suffit de parcourir le schéma de tension et de voir si la maille est dans le même sens ou dans le sens contraire. En parcourant la maille M1, UR12 est dans le sens contraire. Donc j'aurai moins R12, moins R12, moins R12. Alors il va parcourir la force électromotrice E1, il est dans le même sens, donc c'est plus E1, mais je le fais passer dans le membre de droite, il devient moins E1. Moins E1. Alors il va parcourir UR1, UR1, UR1 est dans le sens contraire de M1, de la maille, donc on aura moins R1I, moins R1I1. Donc on aura moins R1I1. Voilà. Et donc vous avez bien vu que c'est des tensions, hein, parce que moins R1I1 c'est U1, moins R12 I1 c'est UR12. C'est des tensions. Alors, bien sûr, il reste le parcours de la maille avec E2, c'est dans le sens contraire, c'est moins E2, mais je le fais passer dans le membre de droite, il devient plus E2. Parce que, voilà, je le fais passer dans le membre de droite, il devient plus E2. Alors, bien sûr, il parcourt dernièrement, UR2, UR2, il est dans le même sens, donc c'est plus UR2, c'est-à-dire UR2, c'est R2 fois I2. Donc c'est plus R2 fois I2. Donc voilà la première équation de maille. La première équation de maille est établie. La première équation de maille, vous l'avez. Maintenant, je vais faire la deuxième équation par rapport à la maille 2. Bien, je fais la même chose. Je parcours par rapport à UR2. UR2 est une branche commune à la maille M1 et à la maille M2. Tout comme E2
est une branche commune à M1 et M2. C'est pour ça qu'on retrouve E2 dans l'équation de M1 et E2 dans l'équation de M2, mais on retrouvera UR2 qui est R2 fois I2 dans, dans, dans l'équation M1 et dans l'équation M2. Si ce n'est qu'ils seront opposés en signe, c'est normal, parce que ils sont tous les deux, ils tournent tous les deux mailles tournent dans le même sens. Donc si vous prenez une branche, si il a un certain sens dans la branche, ben, pour l'un il sera positif, pour l'autre il sera négatif. D'office, parce qu'ils tournent tous dans le même sens. Et c'est ce qui se passe ici. J'aurai plus R2I2, mais j'aurai moins R2I2. Plus R2I2 dans la maille 1 et moins R2I2 pour la maille 2. Et tout comme la force électromotrice E2 sera positive pour la maille 1, mais négative pour la maille 2. Alors, on va parcourir ceci, la maille 2. Alors, UR2 est dans le sens contraire de la maille 2. C'est R2 fois I2, mais négatif parce qu'il est dans le sens contraire de la maille. E2, il est dans le même sens, c'est plus, mais il passe dans le membre de droite, il devient moins E2. Moins E2. Voilà. Alors, maintenant, je vais faire R3. UR3, ben, UR3 est dans le sens contraire de M2, donc ça va faire moins R3 I3, moins parce qu'il est dans le sens contraire de la maille. Voilà. Et puis je parcours UR32. UR32, ben, c'est dans le sens contraire, c'est moins UR32. Donc ce qui est UR32, c'est R32 fois I3. Donc j'aurai moins R3 I3 moins R32 I3. Je mets I3 en évidence, ça fait moins R3 plus R32. C'est normal, ils sont en série. Tout comme R1 et R12 étaient en série pour I1, eh bien R3 plus R32 sont en série pour I3. Et puis bien sûr, je parcours UR4. La maille est dans le sens contraire de UR4. Donc je vais dire que c'est moins R4 I4. Par contre, E4 est dans le même sens que la maille. Donc c'est plus E4, mais il passe dans le membre de droite, ça fait moins E4. Voilà, ça c'est pour la maille 2. Maintenant, je vais faire la maille 3. La maille 3, eh bien, c'est E4 est dans le sens contraire de R4. E4 est dans le sens contraire de M3, donc de la maille 3. Donc, je vais avoir moins E4, mais comme il passe dans le membre de droite, ça fait plus E4. Alors, UR4, il est dans le même sens que M3, donc c'est plus, et c'est R4I4. R4I4. Puis je parcours E5 dans le même sens, donc j'aurai plus E5, mais il passe dans le membre de gauche et moins E5. Et bien sûr, moins R5I5, parce que il est dans le sens contraire de la maille M3 pour UR5. UR5, il est là. Hein. UR5. Ah, donc vous avez UR12, E1, UR1, E2, UR2, UR3, UR32, UR4, E4, E5, UR5, tout y est. Et alors n'oubliez pas la ligne noire qui était une équipotentielle. Et donc vous avez trois équations, mais ça ne suffit pas parce qu'on a on a 6 inconnus. 6 inconnus, mais 3 équations, ça ne suffit pas. Donc il faut d'autres équations pour retrouver la solution des 6 courants. Donc il me faut 3 équations. Or, qu'est-ce qui va m'apporter ces équations-là? C'est la deuxième loi de Kirchhoff, mais cette fois-ci, c'est la loi aux nœuds, la loi des nœuds. Et là, c'est une équation en courant. Alors, comment faire l'identification des nœuds? Bon, des branches, c'est déjà fait, hein, je vous ai expliqué les branches. Voilà, alors, il faut nommer les nœuds, tout d'abord, là où les courants diffèrent en entrée et en sortie du nœud. C'est-à-dire que si je ne veux pas prendre le nœud qui est entre E1 et R1, je ne vais pas le prendre. Parce que le courant, il est le même entrant dans le nœud et sortant du nœud. Donc, ça ne sert à rien, je ne vais pas avoir une loi des nœuds là-dedans, hein, parce que la loi des nœuds, c'est la somme des courants entrants égale la somme des courants sortants. Or, ici, il n'y a pas de somme, le courant qui rentre égale le courant sortant. Je ne vais pas créer une équation en plus pour ne rien. Voilà, voilà. Vous savez très bien qu'R1, 2 et R1 sont en courant sont en série sur le courant I1. Donc là, je ne vais pas créer de nœud. Ni pour R3, R3, 2. Pas, là, je ne veux pas créer un nœud parce que le courant, il est le même. Sur R3, voilà, c'est I3 qui passe par R3 et qui passe par R3, 2. Tout comme I1 passe par R1, 2 et R1. Donc je ne crée pas de nœud là-bas. Ni entre E1 et R1, ni entre R3 et R3, 2. Bon, les nœuds que je vais créer,
Voilà, c'est le nœud A, B, C, D. Là, là, les courants entrent, on a différents courants qui rentrent et différents courants qui sortent. Et là, je peux créer des nœuds en A, B, C, D. Donc j'ai 4 nœuds. J'ai 4 nœuds au total et 2 nœuds que je retire parce que les deux courants dans les nœuds que je vous ai dit que j'ai enlevés, ben, ils sont les mêmes. Hein. Donc je considère, quelque part, ça veut dire quoi? Je redéfinis ma branche. Hein. Oui, non, en fait, oui, je définis complètement ma branche. Ma branche entre AB, la première branche, la branche B1, que je vais appeler la branche B1, est entre AB. Je redéfinis maintenant complètement mes branches par rapport au nœud. Ma branche B1, c'est entre A et B. Ma branche B2, ben, c'est entre B et D. Ma branche B3, c'est entre B et C. Entre le nœud B et le nœud C. Ma branche B4, entre le nœud C et le nœud D. Et la branche B5, entre le nœud C et le nœud A. Et il y a une branche équipotentielle, qui est la branche B6. Ben, là, c'est une équipotentielle. Hein. Mais il y a quand même 2 nœuds. Il faudra faire l'équation des courants. Hein. L'équation des courants, à travers les nœuds A et D, il faudra absolument les faire. Parce que là, il n'y a qu'un courant qui passe. Il y a pas de. Voilà, il y a un courant, mais il faut le déterminer. Rappelez-vous que j'avais mis le courant ici dans le sens, je ne sais plus où. Enfin, peu importe. Voilà, ici, il va revenir. De toute façon, je vais vous montrer. Voilà. Et là, maintenant, j'établis l'équation de Kirchhoff au nœud. Au travers les nœuds, la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. C'est un principe de conservation de la charge électrique qui conduit à écrire que la somme des intensités de courant qui entrent dans un nœud est obligatoirement égale à la somme des intensités sortant du nœud. Donc somme des courants entrants égale somme des courants sortants. Mais ce qui se passe, c'est que moi je mets, enfin, c'est pas moi qui mets, c'est comme ça, c'est toujours comme ça se passe. C'est la somme des courants algébriques égale 0. Ça veut dire qu'on considère les entrants, par exemple, qui sont positifs, et les entrants sont négatifs. Bon, mais dans un premier temps, je vais faire la somme des courants entrants égale à la somme des courants sortants. Et puis, je vais égaler à 0 par après, en considérant les courants algébriques. Donc ici, je prends le nœud A. Pour le nœud A, vous voyez que on a, voilà, le courant ici, il rentre dans le nœud A, I5 rentre dans le nœud A, donc on a les courants entrants, c'est I5 plus I6. Celui qui sort du A, c'est I1. Bon, pour le B, le nœud B, il est là. Alors, qu'est-ce qui rentre? C'est I1 rentre, I2 rentre et I3 sort. Voilà. Le nœud C, il est là. Qu'est-ce qui rentre? I3 rentre, I4 sort du nœud et I5 sort du nœud. Donc on aura I3 égale qui rentre est égal à I4 plus I5 qui sortent. Et le dernier, le D, il est là. Ben, il y a I4 qui rentre, I2 qui sort, I6 qui sort. Donc ça veut dire que qu'est-ce qui rentre? I4, qu'est-ce qui sort? I2 plus I6. I4 rentre, I2 plus I6 rentre. I4 rentre et I2 plus I6 sortent du nœud D. Bon, ça veut dire que j'ai 4 nœuds. 4 équations de nœuds. Et n'oublie pas que j'ai 3 équations de mailles. Hein, j'ai 3 mailles. Hein. 3 mailles, 4 nœuds. Ça fait 7 équations. Et ça me suffit. Cette équation, c'est très bon pour résoudre. Mais j'en ai besoin que de 6 parce qu'il n'y a que 6 inconnus. Donc je vais enlever un nœud. Je vais enlever le nœud D. Voilà. Alors je réunis toutes les équations. Cette fois-ci, bien sûr, j'ai écrit somme des courants égale 0. J'ai tout ramené des courants à gauche pour faire somme des courants algébriques cette fois-ci. Voilà, somme des courants algébriques égale 0. Là, à gauche, j'ai pris mes 3 équations, comme je dis. Hein. Il faut toujours prendre n-1 équation des nœuds. C'est ce que j'ai marqué ici. Prendre n-1 équation des nœuds. Voilà, j'en ai plus que 3. J'en avais 4, j'en retire une. Hein. J'ai décidé de retirer voilà, je garde les équations des mailles. Donc là, j'ai bien 6 équations. Je peux résoudre pour trouver mes 6 courants. Bon, ben maintenant, regardez bien quelque chose. C'est que l'équation des nœuds ne reprend que les courants. Hein. Ne reprend que des courants. On aura, voilà, on aura toujours des coefficients qui vaut 1 ou 0. Hein. I1, le courant vaut moins 1. Voilà, soit moins 1 ou 1. Si j'ai 3 courants qui rentrent, I1 plus I1. Non, non, on aura toujours
Voilà, des équations de courant de la sorte, hein. Voilà, on aura toujours des équations avec des coefficients qui vont 1 ou moins 1. Voilà, ou 0 bien sûr. Si je prends I2, dans le nœud A, I2 vaut 0. Dans le nœud A, il n'y a pas d'I2, hein. Dans le nœud A, il n'y a pas d'I3. Dans le nœud A, il n'y a pas d'I4. Dans le nœud A, il y a I5. Donc on aura un I5, c'est 1. Coefficients vont 1. Maintenant, pourquoi plus 1? Parce que plus, c'est entrant, moins c'est sortant. Ou, attendez, I1, je vais vite regarder, avant de dire des bêtises. I5, si je prends là, le A, le nœud A, ici il se rentrait, voilà, ici il se rentrait, I5 rentrait. Donc les rentrants c'est plus, et voilà, c'est I6 plus I5, moins 1 égale 0. Voilà, donc le moins c'est le sortant. I2 plus 1 moins I3 égale 0. Le I3 est le sortant. I3 moins I4 moins I5 égale 0. Voilà, I4 et I5 sont les sortants. Je contrôle en C, exactement. Donc les moins c'est les sortants, les plus c'est les entrants. Donc en voyant plus 1, il entre. Plus 1, il rentre. Moins 1, il sort. Plus 1, il rentre. Plus 1, il rentre. Moins 1, il sort. Plus 1, il rentre. Moins 1, il sort. Moins 1, il sort. Voilà. Donc vous avez toujours, chaque fois des coefficients 1 ou moins 1. Et bien sûr, s'il n'y a pas d'apparition de courant dans le nœud, il vaut 0. Par exemple, I2, il passe pas dans... J'ai pas de I2 dans A. J'ai pas de I3 dans A. J'ai pas de I4 dans A. J'ai que du I5 qui rentre. I6 rentre. Voilà. Il n'y a que 6 courants. Hein. Il n'y a pas 17. Voilà. Sur B, il y a I1 qui rentre. I2 qui rentre. I3 qui sort. I4, il n'y en a pas. I5, il n'y en a pas. I6, il n'y en a pas. Sur le C, I1, I1, il n'y en a pas, I2, il n'y en a pas, I3, il rentre, I4, il sort, I5, il sort, I6, il n'y en a pas. Voilà, vous savez, voilà, analyser l'équation ici, hein, des courants. Bon, alors, remarquez qu'ici, qu'il n'y a que des courants. Hein. C'est que des courants. Hein. Par contre, ici, il y a des résistances, il y a des courants, il y a des forces électromotrices. Et ça, faut aller chercher là, il faut aller chercher par rapport aux données. Voilà. Par contre, ça, il n'y a pas de données. Hein. Vous écrivez les équations de nœuds, il n'y a pas de données. Les données où il faut aller rechercher, c'est dans les équations voilà, de maille. Hein. Dans les équations de courant, soit ça rentre, soit... D'ailleurs, si quelqu'un fait un examen, le plus facile à faire, c'est l'équation des nœuds. Hein. Il n'y a pas à aller chercher quoi que ce soit. Vous faites l'équation des courants entrant-sortant, et c'est tout. C'est tout. Vous faites ça, vous avez déjà trois équations de fait. Hein. Maintenant, les autres, il faut les établir par rapport. Voilà, il faut parcourir la maille et voir qu'est-ce qui est contraire à la maille. Et voilà, et mettre les résistances qu'il faut. Voilà. Mais là, de toute façon, les équations sont toutes là. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je réunis toutes les équations. Donc j'ai bien mes 6 équations, je les réunis et je remplace les valeurs des résistances, et des forces électromotrices dans les équations. Il suffit juste de remplacer et d'aller chercher les valeurs. Hein. Je vais les chercher dans l'énoncé. Voilà, elles sont là. Voilà. Là, les résistances. Vous mettez la bonne résistance, la résistance adéquate. Enfin, ici, vous la mettez là-dedans. Les résistances, vous les cherchez ici. Et les forces électromotrices, ben, vous allez les rechercher. Enfin, les résistances, vous les cherchez là, dans le rectangle là. Et les forces électromotrices, vous allez les chercher ici. Et vous tapez, hein, quand vous voyez E1, vous tapez 25, quand vous voyez E2, vous tapez 15, quand vous voyez E4, il suffit de remplacer les valeurs, point. C'est un remplacement de valeurs. C'est une substitution par les variables. Mais ceci étant dit, l'équation que vous voyez ici, c'est une équation qui est généralisée pour le montage que je vous ai montré. C'est toujours comme ça. Hein. Le montage que je vous ai montré, s'il ne change pas, si vous avez un montage comme ça, les équations seront toujours celles-là, celles que je vous ai montrées. Hein. Celles-là. Ça, c'est les équations généralisées du montage que je vous ai montré. Ce sera toujours comme ça. Maintenant, ce qui va changer, ce qui peut changer dans un tel montage, si vous ne changez pas, vous ne mettez pas un générateur si vous gardez ce montage-là tel quel, mais que vous changez les valeurs de résistance, ben, il suffit de remplacer les valeurs de résistance, et vous avez les équations qui sont là, en plus à gauche, parce qu'à droite, c'est toujours la même chose.
C'est les valeurs des résistances et de force électromotrice qui vont changer. Donc vous pouvez faire une simulation en changeant les valeurs de force électromotrice et de résistance à gauche. Mais à droite, c'est toujours le même. Pour le même montage. Hein. Ce qui peut changer, c'est juste les résistances et les forces électromotrices. Voilà. Alors, voilà. Donc ici, c'est ce que je fais. Je mets les équations de courant. Il n'y a rien à remplacer, c'est normal. Pourquoi il n'y a rien à remplacer? C'est une équation de courant. Par contre, pour les équations de maille, ben, je remplace, voilà, par exemple, E1 plus E2, R1 plus R2, R1, 2, ça fait 12. Hein, ça, c'est les deux résistances série. Hein, pourquoi on a 12? Parce que c'est deux résistances série. Voilà, si vous voulez, c'est la résistance de 10 plus 2. Hein. 10 plus 2, ça fait 7. Voilà. Et là, ici, 3 plus 4, ça fait 7. C'est les deux résistances série. De toute façon, je ne fais que remplacer. Hein. Je ne fais rien d'autre. Les équations y sont. Je ne fais que remplacer les valeurs. Voilà, donc j'ai bien moins 12, moins 7. Et puis bon, j'ai moins 12 I1, plus 4 I2 égale les forces électromotrices moins 12, moins 25 ici, moins 2. Et vous voyez que ça, c'est le terme indépendant. Le terme indépendant, il est donné par la somme de forces électromotrices. C'est le terme indépendant. Et les coefficients sont donnés par les valeurs des résistances, si vous voulez. Les valeurs des résistances sont les coefficients d'équation et les forces électromotrices sont les termes indépendants. Mais attention que c'est une combinaison de forces électromotrices. Hein. Voilà, c'est pas, voilà, c'est par exemple ici c'est E2 moins E1 pour celui-là, E4 moins E4 moins E2 pour celui-là, moins E5 plus E4 pour celui-là. Et le restant, vous voyez qu'ici c'est deux résistances en série I1, deux résistances en série I3. Attention qu'il y a un moins devant, hein, pour la raison que des mailles que je vous ai montré tout à l'heure. R2, vous remplacez par R2, I2. Alors ici, vous aurez moins R4, I4, moins R2, I2. Vous allez chercher R4 et R2. Mais là, c'est moins E4, moins E2. Et là, c'est moins E5 plus E4. Et là, c'est R4, I4, moins R5, I5. Bon. Donc, une fois que vous avez remplacé les valeurs et fait les calculs pour les termes indépendants, parce que ici, c'est E2 moins E1, moins E4 moins E2, moins E5 plus E4. Je peux vous en faire un. C'est moins E4 moins E2. Moins E4, c'est moins 10. Moins E2, c'est moins 15. Ça fait moins 25 volts. Voilà, vous aurez moins 25 volts. Voilà, et vous faites ça. Une fois que vous avez fait ça, vous avez le système d'équation qui est là. Tout prêt à l'emploi pour être traité. Alors, je vais bien sûr faire une résolution de l'équation par matrice calc. Alors, je vais sur matrix calc. Bien sûr, qu'est-ce que vous faites? Vous choisissez système d'équation, résolution de système d'équation. Vous tapez les données là-dedans. Hein. Voilà, on reconnaît les trois équations de nœuds qui sont l'équation L1, L2, L3, les trois premières lignes. Et vous reconnaissez les équations de maille qui sont... Parce que les nœuds, je vous dis qu'il y a des moins 1, 1 là-dedans. Hein. Voilà, et c'est toujours égal à 0. Voilà. Par contre, les équations de maille, là, en ce moment, vous reconnaissez la différence des forces électromotrices en termes indépendants. Moins 10, 25, moins 2. Voilà. Et les coefficients qui sont les valeurs de résistance, moins 12. Moins 12 qui sont les deux résistances série, bien sûr, que vous reconnaissez. 4 plus 4x2. 4x2 plus 7x3 plus 5x4. Voilà. Celle-ci, je l'ai mis, elle était négative, je l'ai mis positive. Hein. J'ai transformé, voilà. Si je vais regarder cette équation, voilà, c'est une équation de maille. C'est celle-ci. Elle est complètement négative. Voilà, elle est complètement négative. Regardez, j'ai moins, je la rends plus, moins je rends plus, moins je rends plus, et moins par moins, moins E4, moins E2, ça donne du négatif, moins 25. Et je remets tout en positif, ça fait plus 25. Voilà. Je résous le système, et j'obtiens bien sûr les valeurs des courants qui sont donnés, je vais vous montrer, normalement c'est le moins 10, moins 25, c'est ceci, les valeurs sont là. Donc c'est 187 sur 152, 181 sur 152, 46 sur 19, 25 sur 38, 67 sur 38, moins 81 sur 152. Ces valeurs-là, bien sûr, elles sont, c'est les valeurs que j'ai mis ici. Voilà. Et je calcule ces valeurs-là. Les réponses, c'est ça. C'est les valeurs exactes. Les valeurs sont là. 1, j'ai mis au millième, à précision 10-3.
Voilà, pourquoi? Parce que c'est pas anodin, parce que je vais aller comparer par rapport à, comment on appelle ça, Electronic Workbench. Je vais mesurer les courants, et vous allez voir que lui, il va mesurer normalement à 10-3, donc je vais faire une comparaison à 10-3. Alors, je vais sur Electronic Workbench, je mets le même montage, voilà, 25, 15, voilà, et je vais mesurer le premier courant qui est, bon, ça c'est la mesure du courant. Je vais d'abord faire le I6, ça c'est le I6, je fais une simulation, voilà, il me donne moins 0, moins 0,530, il me donne 532,9 milliampères, ce qui fait moins 0,532. Lui, il travaille à 10-4, apparemment il travaille à 10-4. Bon, moins 0,532, voilà, c'est celui-là. Il a trouvé 532,9 milliampères, donc il travaille à 10-4, ce qui fait, pour lui, c'est, bien sûr avec un moins, hein, il y a un moins. Ça veut dire que le courant que j'ai choisi au départ, il faut l'inverser. C'est le seul courant qui est négatif, hein. Donc ça veut dire que le courant que j'ai pris au départ, il faut l'inverser. Bon, donc là, Electronic Workbench me donne moins 0,500. Voilà, ça c'est la comparaison avec Electronic Workbench. Bon, il m'a donné moins 0,530 32 et il met un 9 là. Donc il travaille à 10-4. J'aurais dû prendre à 10-4, c'est pas grave. J'aurais dû prendre la précision à 10-4. Bon, je peux refaire le calcul, hein. Je fais 81 divisé par 152. 81 divisé par 152. Voilà. 0,5328. 81 divisé par 100. 81 divisé par 152. 5328, c'est ça. Je peux le mettre. 328. Alors, il y a un 9, c'est 5328 289, donc je vais mettre 9. Ben, c'est la même chose. Voilà. Il travaille à 4 décimales. Hein. Apparemment, il travaillerait à 4 décimales. Voilà, c'est bon. C'est équivalent. Bon, alors, je vais modifier Electronic Workbench. Bien sûr, ça, je n'ai plus besoin. Je vais l'effacer. Je vais remettre, bien sûr, à partir d'ici. Non. Non. Je vais prendre un point, c'est pas là. Bon, maintenant, c'est pour aller mettre... Voilà. Je raccorde ici. Et je raccorde là. Voilà. Par contre, ici, il m'a perdu. Voilà, en fait, c'est un petit... non, c'est pas ça. Je suis complètement trompé. Je reprends la valeur. Voilà, mais il me débousille. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Oula, je ne sais pas pourquoi il me fait ça là. C'est pour ça que j'avais commencé au dernier, parce que je savais bien que l'équipe potentielle, il chipote pour la construire. Hein. C'est pour ça que j'ai voulu partir du dernier, parce qu'il chipote sur l'équipe potentielle. Bon, là, est-ce que c'est bon?
Je ne sais pas pourquoi il me fait ça. Alors que tout allait bien. Bon, ça, il m'a déjà fait ça. C'est déjà ça. Prenons ceci. Voilà, ça c'est bon. Voilà, ça c'est bon. Voilà. Alors, après avoir fait ça, maintenant, je vais aller mesurer le courant I1. Ici, c'est les mesuré. Donc, c'est celui qui me posait le plus de problèmes. C'est pour ça que j'ai voulu commencer par celui-là. Je câble ici. Je câble là. J'ouvre. Je mets en ampèremètre. Il est déjà en ampèremètre, hein, c'est pas un problème. Et je simule. Moins 1,200. Oui, il travaille bien à 10-4. Hein. À 10-4, mais je suppose que je peux faire les settings, c'est-à-dire les paramétrages. Bon, il est à 10-4, il travaille à 10-4. 10-4, je le vois. 1,2303. 1,2303. 1,23, oui c'est ça. C'est le premier courant. 1,2303. Bon, je vais recalculer pour 187. Bon, pour la division, elle me donne la précision que je veux. C'est moi qui prends la précision que je veux. Ma machine se limite à une certaine précision. Et maintenant, je peux aller chercher la calculatrice de Windows. Il y a une plus grande précision là-bas. Mais ici, je travaille comme Electronic Workbench, c'est-à-dire 4 décimales. Donc, je divise par 152 et j'obtiens 1200. Ouais, c'est bien ça. C'est 1,2302 et puis s'ensuit 63. Donc, ça veut dire qu'après le 2, il y a un 6. Donc, le 2 devient un 3. Donc, c'est 1,2303. Ouais, c'est bon, c'est la même chose. Donc je travaille à 10-4, comme le fait Electronic Workbench. Il travaille à 10-4, il n'y a pas de problème, je vais faire comme lui. Et je pourrais même descendre plus bas encore. Voilà, bon, donc je choisis 10-4, je me conforme à ce que fait Electronic Workbench, qui travaille à 10-4. Donc le I1, il a été trouvé. Je vais rechercher le I2, 1,191. Alors, je retourne sur Electronic Workbench. J'enlève. Le problème, c'est qu'avec l'ampèremètre, c'est qu'il faut chaque fois tout décabler. Hein, ça, vous le savez très bien. Il faut rompre le circuit. On ne le fait pas quand on a un. Comment est-ce qu'on appelle ça? Je ne sais plus comment on appelle ça. Il existe des ampèrmètres où vous passez juste au-dessus, je ne sais plus comment c'est. Une pince ampèrmétrique. Vous passez juste au-dessus, il va mesurer le courant. Mais généralement, les ampères, il faut déconnecter. Il faut déconnecter. Donc ici, je n'ai plus de problème à le faire. Je vais déconnecter ce point-là. Là, je vais trouver la branche 5. Voilà, donc je mesure. Je trouvais le courant I5 1,7632. 1,7632. 1,7632. 1,7632. Bien sûr, c'est en ampères. Hein. Tout est donné en ampères. Donc, 67 divisé par 38. Alors là, j'ai 1,76 315. Alors le 5 fait en sorte que je vais mettre 32. C'est 1,76 32. Donc c'est bien 1,76 32. C'est bon. Donc c'est équivalent. C'est la même chose. Hein. Alors, je vais aller mesurer un autre courant. J'enlève le circuit. I5 est calculé. Je raccorde ces deux
ces deux contacts. Je vais aller déconnecter à ce point-là. Je raccorde là et là. Je vais mesurer, je lance la simulation. 0,657, c'est 657 mA,9, ce qui fait 0,6579. 0,6579. 0,6579. 0,6579 qui est équivalent probablement à celui-là. Je vais le calculer au 25 divisé par 38. 0,600. Oui, il y a un 9. 0,65 78 947. Donc il y a un 9 après le 8. Ce qui veut dire que je vais mettre 0,65 79. C'est bon. Bon, il me reste encore deux courants, qui est I2, I3. J'ai mal. J'ai mal décablé, mais enfin, là, et en plus c'est sur l'écoute potentielle, ça me posait peut-être un petit problème. Voilà, je vais voir tout de suite. Non, ça va, c'est bon. Je vais déconnecter, je vais descendre cette résistance. Bon. Ça, c'est la branche 2. Je vais mesurer le courant I2. Je lance la simulation. 1,19. Oui, le courant, normalement, ici, je moins directement. Normalement, je vais mettre dans le sens du courant le plus comme mon sens conventionnel. Et regardez, regardez, bon, ça, mais ça, c'est pas un problème. Je prends en valeur absolue. C'est moins 1,19. C'est parce que j'ai câblé, voilà, le plus. Normalement, c'était le contraire que je vais câbler. Hein, c'est pour ça. C'est juste ça. Quand vous prenez le contraire de ce qu'il faut mesurer, vous aurez un moins. Voilà, c'est pas un problème, ça, c'est pas un problème. C'est pas ça qui constitue le problème. Moi, c'est les valeurs qui m'intéressent. Parce que si je veux bien le câbler, en fait, le courant, il va du moins vers le plus dans ma convention. J'ai pris, si je veux le câbler, le plus, il est, j'ai pris un courant, le plus, normalement, ici, il est, le courant, normalement, il va remonter, donc ça, c'est le moins. Et là, il est plus. Voilà. Non, c'est pas ça qu'il doit faire. C'est pas ça. Moi, j'ai pas voulu faire ça. J'ai voulu mettre, je recommence. Bon, ce que je vais faire, c'est mettre le plus. Le courant, il est censé. Je ne sais pas pourquoi il me fait ça. Hein. Bon, il va me câbler là où il faut pas, alors que je ne demande pas de câbler comme ceci. Si je pouvais descendre ça, ça pourrait m'arranger. Voilà. Alors, je vais mettre le courant s'il remonte, c'est que le plus. Bon, je vais aller voir tout d'abord mon courant. I2, je l'ai mis montant et il est positif. Donc il est bien montant ici. Le courant montait. Le courant montait. Donc je vais mettre le plus en bas. Mais pour autant qu'il veut bien me le mettre, le plus je le câble là. Et le moins là. Et là j'aurai un courant positif. Voilà. 1,19, il est bien positif. C'est bien ce que j'ai. Parce que le courant il monte. Hein. Le courant il monte. Tous mes courants sont bons, sont dans le bon sens. Donc je connais le sens des courants.
Par rapport au montage que j'ai étudié, je connais tous les sens des courants. Il n'y en a qu'un seul qui est négatif, c'est ici. Mais ici, c'est l'équipe potentielle. Hein. Il faut inverser le courant. Par rapport à mon courant arbitraire, comme je l'ai trouvé négatif, ça veut dire qu'il va dans le sens contraire du courant arbitraire que j'ai fixé. Par contre, tous les autres courants, ils étaient bons, ils étaient tous positifs. Donc je sais bien que le courant, il monte. Donc je vais mettre le plus en bas et le moins au-dessus. Et c'est pour ça qu'il me donne un courant positif. Mais si je fais l'inverse, il va me donner un courant négatif. Hein. Parce que le vrai courant, il monte. Il monte de 4 ohms, il va vers les 15 volts. Et on a 1,908. 1,1908. 1,1908. 1,1908. Et si je fais le calcul, 180 divisé par 181 divisé par 152, 1,190. Et après, il y a un 78, donc c'est ce qui fait 1,1908, c'est juste. Bon, j'estime que tout est bon. Hein. J'estime que tout est bon. 1908. Donc, je peux faire le dernier. 1908. 46 divisé par 19. 2,421,05. Donc, ce qui fait 42,11. 42,11. Voilà, on va mettre 42. 41. Je vais aller mesurer, c'est le courant dans la branche 3, c'est I3. Donc j'enlève ces deux-là. Oui. J'enlève celui-ci. Je reconnecte bien sûr la branche 2, tout en montant la résistance, parce que ça fait bizarre le dessin là. Je remets, voilà, comme ça, le schéma est déjà un peu plus propre. C'est un schéma en pont, voilà, il l'a câblé comme ça. Et maintenant, il me reste plus que le courant numéro, je sais plus, 3 je crois. Ouais, le 3 je l'ai pas fait. Donc le courant, si je voulais avoir du positif, il va dans le sens, j'avais pris le sens normalement descendant pour 4 ohms. Descendant pour 4 ohms, donc il est plus là, et je vais mettre moins là. Là, il sera positif. 2,442, il est positif. Hein. 2,442,11. 2,42,11, c'est juste. Tout est bon. 2,42,11, c'est bon. 2,42,11 ampères. Alors maintenant, sachant cela, calculer les courants, c'est facile. Les tensions, c'est facile. Hein. Je vais calculer vite les tensions. En tout cas, je vais le faire pour une branche. Je ne vais pas faire pour toutes les branches. Pour voir qu'est-ce que ça va donner. Vous allez voir. Donc, pour ça, ça va être plus facile. Parce qu'il n'y a plus à débrancher. Et à rebrancher. Parce que vous voyez, ici, chaque fois, je dois débrancher, rebrancher. Voilà. Je rebranche ces deux-ci. Et je vais mesurer. Cette fois-ci, je vais mettre en voltmètre. J'appuie sur voltmètre. Et je câble directement. Hein, plus besoin de... Je vais mesurer la tension ici. C'est la tension sur R1, R1,2. R1,2. Je mesure la tension qui est de 12 volts 30. C'est normal. Alors, comment calculer ces 12 volts 30? Et 12 volts 30, je connais le courant I1. Je connais le courant I1 qui était calculé. I1, il passe. I1. Et j'ai, je ne sais plus combien d'ohms. 10 ohms. Donc vous faites 10, c'est U égale R fois I. Donc le I, je vais le calculer. Voilà, c'est I1, il vaut ça. Fois 10, ça fait 12 volts 30. Voilà, vous faites fois R fois I. R fois I. Mais comme on a 10 ohms, 1,23 fois 10, ça fait 12 volts 30. 12 volts 30. Voilà. Alors, il en est de même pour... si je mesure la tension
Bon, mesurer la tension d'une force électromotrice, ça ne m'intéresse pas, hein. On sait bien que c'est 12, 20. Je ne vais pas mesurer les 25 volts, il y a 25 volts, hein. Voilà. Je ne vais pas mesurer les 25 volts, ni les 15 volts, ni les 10 volts de force électromotrice. Vous savez bien que si vous faites ça, et ça, ici il a complètement foiré, je vais l'effacer. Alors je vais mettre un voltmètre. Alors ce que j'ai dit, je ne vais pas faire ceci parce que vous savez bien qu'il y a 25 volts, hein, ça ne sert à rien. Faire ça et rien, c'est la même chose, hein. Alors, faire ça et rien, c'est le même. Vous allez mesurer vos 25 volts, hein. Donc, je ne vais pas mesurer les forces électromotrices, hein. Là, 25, c'est 25. Je ne vais pas m'amuser à mesurer les forces électromotrices. C'est vous qui les avez définies, donc je ne vois pas pourquoi je dois mesurer quelque chose qui est... Voilà. Alors, par contre, je vais mesurer la tension borne des 2 ohms. On mesure 2,46, c'est normal. 2,46. Pourquoi? 2,46 volts, c'est le courant. Vous avez R2 fois I2. Bon, R2 vaut 2 ohms. Vous faites 2 fois I2. I2, c'est 1,19. 1,19 fois 2. Non, c'est I1, je m'excuse, c'est I1. C'est toujours 1,23. C'est I1 fois les 2 ohms. On a 2,46 volts. Et c'est pour ça on mesure 2,46 volts. Voilà, les 2,46 volts que vous mesurez, c'est ça. Alors maintenant, et vous faites la même chose, hein, vous connaissez les courants. Pour avoir les tensions, c'est assez simple. Donc, il y en a un, il vaut 2,46 volts. 2,46. Je vais mettre en rouge. 2,46 volts. Alors là, j'ai 10 fois 10 fois 1,23, ce qui fait 12,3. 12,3 volts. Donc là, j'ai 12 volts, 12,3 volts. 2,46 ici, et j'ai 25 volts. Et là, vous pouvez commencer à voir l'équation des mailles. Il ne reste plus que de la maille 1. Et vérifier qu'elle est bonne, hein. Voilà, vous pouvez la vérifier qu'elle est bonne. Vous faites 12,3 plus... voilà, il faut aller chercher l'équation de maille. C'est pas celle-là. Je fais la maille 1. Voilà, la maille 1, elle est là. Encore, c'est pas celle-là. Si, c'est celle-là. I1 est connu. I2 est connu. Eh bien, vous pouvez trouver que ça fait bien moins 10 pour voilà, la tension. Ou alors vous faites la somme des tensions, hein. Ben, faites attention aussi de moins. Faut faire attention juste ici de moins. Moi, je vais faire avec ceci. Voilà, donc ce qui fait moins 12 fois I1. I1, c'est 1,23. Moins 14,76. Vous pouvez vérifier l'équation des nœuds aussi, hein. Vous allez voir que c'est bon. Ah, bien sûr, à une approximation près. Voilà, et 4 fois I2. Et je dois avoir moins 10. Plus 4 fois, et je vais chercher I2. I2, c'est 1,19. Voilà, j'ai moins 10 exactement. Moins 10 volts. Donc l'équation de la branche 1 est vérifiée. Et donc vous pouvez vérifier les autres mailles, ça marchera aussi, hein.
Mettez le bon courant ou la bonne tension, ou peu importe. Vous savez vérifier l'équation voilà, des mailles et des nœuds. Aussi, des nœuds aussi. Alors, je disais que pour la branche, je peux le faire autrement, hein, en mesurant la tension ici de 4 volts, enfin de la résistance de 4 ohms. Alors, si vous voulez calculer la tension, c'est 4 ohms fois le courant I2. 4 ohms fois le courant I2. Là, on a 0, c'est normal parce que le circuit est débranché. Bon, je remets. Je simule 10,84 qui vient de 4 ohms fois le courant I2. Je vais faire 10,84. I2 1,19. 1,19 fois 4. C'est bien le courant I2, ouais. Fois 4 ohms, 1,19 fois 4. 4,76. Et sur... J'ai 10,84. Ça, c'est pas normal. C'est bien le courant I1. I2. I2, il vaut combien? 1,19. Il ne doit pas avoir 10 volts ici, c'est pas normal. C'est qu'en fait, il me fait une coupure. Il me fait toujours ma coupure ici, et ça, c'est embêtant, hein. Je sais pas pourquoi il fait ça. Il me coupe le circuit. Ça, c'est pas bon, hein. C'est parce qu'en fait, il me fait un défaut, là. Vous voyez qu'il me coupe le circuit, je sais pas pourquoi. Je vais ramener une nouvelle source. Voilà, je vais regarder combien elle valait la source. E2, 15 volts.
Ça, c'est pas bon. Il y a un problème là. Il ne doit pas donner 10,34. Donner 4 fois la tension de 4 fois le courant de la branche 2, ça veut dire I2. Quatre fois 1,19. On doit avoir 4,76 volts là-bas. Voilà. Il bousille tout le circuit, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il fait cette bêtise. Je vais rechercher un nouvel élément. Mettre 4 ohms. Donc, résistance. Je vais ramener. Je mets 4 ohms. Une rotation. Je raccorde ces deux-ci. Je ne sais pas pourquoi il m'efface des choses là, il ne devrait pas. Et voilà, il me reprend maintenant de ce côté-là. Ouais, mais ici, il commence à faire n'importe quoi. Il commence à faire n'importe quoi, il veut pas accepter mon câblage. Et il efface, quand je mets un voltmètre, il efface. Bon, il commence à faire des siennes, comme on dit. Voilà qui m'a repris d'un côté, je sais pas. Il me reprend d'un côté. Oui, il efface d'un côté, je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, je peux le remettre par rapport à ceci. Je ne sais pas. De toute façon, je vais laisser tomber parce que bon, je vois bien qu'il commence à faire du n'importe quoi. Et ça m'intéresse pas quand il fait du n'importe quoi. En tout cas, vous avez compris la tension là-bas de 4 ohms. La tension de 4 ohms, vous faites fois le courant. Vous aurez la tension parce que c'est pas la bonne tension, parce qu'il commence à décrocher et à effacer des choses qu'il faut pas. Et ça, c'est bon. Bon, ça m'intéresse pas de quand un logiciel fonctionne comme ça, alors que bon, il commence à faire des siennes et que bon, que l'utilisateur veut taper des choses et qu'il ne veut pas. Bon, je vais m'arrêter ici. Mais en tout cas, le circuit il est bon. Hein. Le circuit il est bon, vous pouvez le contrôler comme vous voulez, le faire par vous-même, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire par vous-même et contrôler par vous-même. Mais en tout cas, il semblerait qu'il n'aime pas l'équipotentiel. Hein. Bon, l'équipotentiel le dérange. Hein. Et alors bon, à la place de le mettre, ben, il a plus facile à l'enlever il n'en veut pas. Il ne veut pas de l'équipotentiel. Pourtant, le montage en pont, il est bon. Hein. Voilà. Et je peux vous dire que là, la tension n'était pas bonne. Hein. Ce qu'il avait mesuré, c'était pas bon. Pour moi, il y a un mauvais câblage où c'est lui qui enlève des choses et il mesure à sa guise. Mais ça, bon, voilà.
C'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, en tout cas, le circuit, il est bon, hein. Tout est bon. Vous pouvez le contrôler. Parce que j'avais fait ce montage auparavant. Et bon, j'avais fait des petites erreurs, c'est pour ça que je l'ai recommencé. Bon, maintenant, dernière chose que je voulais vous dire. Ce qui veut dire que, en résumé, si vous avez un circuit, un montage en pont, comme le même que je vous ai montré, hein, vous avez un montage en pont, le même, hein, il ne faut pas que ce soit un montage différent. Si ce montage en pont, vous avez 6 courants à trouver, on a 6 courants, eh bien, les équations mathématiques peuvent vous apporter la solution des 6 courants. Ou alors, ce que vous pouvez faire avec le montage en pont, c'est de mesurer par, on va dire, Electronic Workbench, et vous allez avoir les solutions directement. Ouais, les solutions données. Alors, ce qui veut dire que, inversement, si vous avez un système d'équations linéaires similaire à celui que je vous ai montré, là, s'il est similaire à celui-là, ben vous pouvez le faire mathématiquement. Pour autant, 6 équations assez inconnues, pour autant qu'il ressemble à ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des zéros, une panoplie de zéros qui doit ressembler à celui-là. Moins 1 x1 plus 0, 0, 0, 0 et plus 1 x5 plus 1 x6 égale 0. 1 x1 plus 1 x2 moins 1 x3 égale 0. C'est une équation particulière. Hein. De 6 équations, enfin c'est un système d'équations particulier. Voilà, où on a moins 1 en x1, 1 en x5, 1 en x6, 1 en x1 pour la deuxième ligne, 1 en x2 pour la deuxième ligne, moins 1 x3 égale 0. La troisième ligne, moins 1 x4 plus moins 1 x5, voilà, plus 1 x3 égale 0. Et à partir de là, vous pouvez choisir vos coefficients en fonction des résistances. Moins 12, vous fixez vos résistances pour avoir une valeur là-bas. Puis 4, vous choisissez une valeur de résistance, voilà. Et puis les forces électromotrices donneront les termes indépendants. Moins 10, 25, moins 2. Voilà. Donc si vous avez un système qui ressemble à celui-là, ben, vous pouvez le faire de manière électronique, mais bon, pour avoir un système comme celui-là, il faut y aller. Hein. Faut y aller. Bon, c'est un cas particulier, vraiment très particulier. Donc on sait résoudre des systèmes d'équations, de 6 équations assez inconnues par électronique, mais pour autant qui ressemblent à cette équation-là. Ben, ça, c'est beaucoup. On peut donner ça à l'examen. Hein. Voilà, en examen, on donne le système d'équation, comment faire pour résoudre ce type de système par électronique. Mais en fait, il faut mettre les bonnes valeurs de résistance, les bonnes forces électromotrices, et mesurer les courants, vous aurez les solutions. C'est juste ça. Bien sûr, ça doit s'identifier à un montage en pont. Hein. Voilà, donc on doit avoir les 3 premières équations qui sont identiques, et les autres, à un coefficient près, identique. Voilà. Je vous remercie.